professeur Didier Raoult, où en est-on dans l'épidémie de coronavirus et que sait-on du rôle dans la vaccination dans l'évolution de l'épidémie? Là, vous allez voir ce site que je vous conseille de consulter et de voir tout le temps, qui est celui du John Hopkins, où vous allez voir qu'on est quasiment à 10 milliards de vaccins. Il n'y a jamais eu autant de cas. Aux États-Unis, la situation explose. La France, qui tient le record juste après les États-Unis, la situation est exactement la même. Et ce qui est extraordinairement étrange et intéressant, c'est le niveau de tension sur la volonté d'augmenter la couverture vaccinale pour un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, puisque à la limite, on peut toujours dire, écoutez, les gens qui sont fragiles pourraient être vaccinés, ce qui est vrai. C'est possible que, y compris avec ce nouveau variant, ça sert à quelque chose. Mais il n'y a aucun intérêt démontré, aucun à vacciner une population qui n'est pas à risque, puisque l'épidémie flambe de plus en plus au fur et à mesure qu'on fait des vaccins, et plus on fait de vaccins, plus il y en a. Donc on est dans une situation qui est compliquée. Pourquoi? C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire. D'abord, on est sorti de la science. C'est plus du tout de la science. C'est de la croyance, c'est de la religion. Ça avait été très très bien défini, ça, par Karl Popper. Karl Popper, qui est le premier historien des sciences, analyste des sciences du XXe siècle, disait, si vous ne pouvez pas trouver des éléments qui montrent que votre théorie scientifique est fausse, c'est que ça n'est pas une théorie scientifique, c'est de la religion. Et personne ne remet vraiment en cause cette manière de penser, qui est un nom un peu complexe, la falsifiabilité. Si vous ne pouvez pas accepter que votre théorie est fausse, vous êtes sorti de la science et vous y croyez quoi qu'il arrive. Et donc, vous commencez à avoir des comportements religieux qui sont ceux de l'exigence. Et je vais vous donner deux très grandes études qui montrent comment, quand on est sorti du monde scientifique pour rentrer dans le monde de la conviction non scientifique, on peut faire n'importe quoi. La première expérience, c'est l'expérience de H sur le conformisme. Il réunit des gens qui sont des acteurs et fait venir petit à petit des témoins naïfs et il leur montre sur un papier des lignes en leur demandant si la ligne qu'on leur montre est plus grande ou plus petite que des lignes de référence. Les deux premières fois, les acteurs donnent la bonne réponse. La troisième fois, les 8 ou 9 acteurs qui sont là donnent une réponse qui est impossible. On voit bien que la ligne est beaucoup plus petite que les autres. Eh bien, il va y avoir près de 40% des gens à qui on va demander qui vont se conformer à la majorité alors qu'ils voient bien que ça n'est pas vrai. Et donc ça, c'est le conformisme social. Ça veut dire que c'était, comme toujours, il y a toujours un conte ancien qui explique ça, c'est les habits neufs de l'empereur. L'empereur se fait faire des habits neufs, en réalité, le couturier s'est moqué de lui, il n'a aucun habit, il se promène et tout le monde dit, vous avez vu comme c'est beau, vous avez vu comme c'est beau, jusqu'au moment où il y a un gosse qui dit, mais vous voyez pas qu'il est tout nu, et d'un coup tout le monde dit, c'est vrai qu'il est tout nu. Mais jusque-là, toute la population disait, regardez les magnifiques habits de l'empereur, parce qu'on leur avait dit de croire ça. Donc, méfiez-vous d'être d'accord avec la majorité, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Parfois même, en face de vos propres sens, vous allez accepter d'être conforme à ce que l'on vous dit et de déconnecter ce que vous vivez, ce que vos sens vous disent, de ce que l'on vous fait croire. La deuxième expérience, qui est une expérience terrible, c'est l'expérience de Milgram. Milgram est un juif américain qui avait été très très choqué par le procès de Eichmann, qui avait organisé toute la déportation des Juifs, qui était le grand organisateur de toute cette déportation, et une très grande philosophe, Hannah Arendt, avait assisté à son procès en Israël, et l'analyse de ce que disait Eichmann avait énormément choqué les gens, puisque au lieu de décrire un monstre, elle avait décrit quelqu'un qui était
extrêmement obéissant. Il voulait faire le mieux possible. Il était très fier d'avoir réussi à organiser des transferts de trains de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes, sans même se poser la question de savoir si moralement c'était acceptable de faire une chose pareille. Et elle avait qualifié ça de la banalité du mal. Et donc, Milgram a fait une expérience dans laquelle il y a quelqu'un en blouse blanche, comme moi, qui fait venir des volontaires et il prend un acteur comme victime et il explique aux volontaires qu'il est en train de tester une méthode éducative et que si le volontaire donne des mauvaises réponses, il faudra appuyer sur un bouton pour lui donner une décharge électrique. Et dans la première étude qui a été faite, cette étude a été faite une dizaine de fois, tellement elle était choquante, 60% des gens appuyaient de plus en plus fort et donnaient à la fin des décharges électriques mortelles parce que l'autre n'avait pas donné la bonne réponse et qu'on lui avait dit de le faire. Et donc, si vous comprenez ça, vous comprenez ce qui a pu se passer avec les Juifs pendant la guerre. Oui. Si vous comprenez pas que les gens obéissent, c'est l'obéissance, vous obéissez à des choses qui n'ont pas de sens, et vous ne pouvez plus comprendre que la torture et la déportation qu'à condition de comprendre ce qu'est l'obéissance. Et la seule manière d'empêcher l'obéissance, c'est d'avoir des voies alternatives. Donc à chaque fois qu'on fait de la censure, qu'elle s'appelle le fact-check, ou qu'elle s'appelle, ou qu'on enlève, eh bien, on empêche l'obéissance à une voie unique. Et bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait une voie unique parce que vous ne savez pas où vous envoie la voie unique. Et moi, je veux féliciter ceux qui résistent, en particulier mon ami Laurent Mukeli, qui lui est en plein dans les sciences sociales, vous voyez, dans son dernier livre, qui paye cette discordance, parce que quand vous n'acceptez pas l'obéissance, on vous menacerait de tout. Et donc c'est très intéressant de voir maintenant sur le vaccin, qui est devenu quelque chose qui n'est pas connecté à la réalité. On ne peut pas dire que le vaccin arrête l'épidémie, on ne peut pas dire qu'il présente un intérêt pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque. Personne ne peut maintenir une chose pareille maintenant. C'est que c'est pas vrai. Quand même, on est à 10 milliards de doses. Enfin, c'est pas vrai. Eh bien, vis-à-vis de ça, le ton monte et devient de plus en plus agressif. Il y a quand même quelqu'un qui vient de dire on va pas soigner les gens qui seront pas vaccinés. Alors, il faut pas non plus soigner les gens qui fument pour le cancer du poumon, les gens qui boivent pour le cancer digestif. Donc, attendez. Et puis, en plus, l'argent de la sécurité sociale, c'est nous qui l'avons donné. C'est une part des choses que l'on a créées pour qu'on nous soigne. Alors, sinon, il faut fermer la sécurité sociale et avoir tous des assurances privées qui nous soigneront quoi qu'on fasse. Donc, vous vous rendez compte de jusqu'où on peut aller, que des gens qui ont des fonctions administratives aussi élevées puissent proposer de ne plus soigner les gens s'ils ne leur obéissent pas pour quelque chose qui n'a pas de sens. Il y a maintenant des études qui ont été faites, des sondages qui ont été faits aux États-Unis et en Angleterre, où il y a 50% des démocrates sont d'accord pour qu'on enferme les non-vaccinés. En Angleterre, ils sont toujours un peu plus raisonnables, il n'y en a que 30% qui pensent qu'on doit enfermer les non-vaccinés. On ne voit pas le danger que représente un non-vacciné, puisque les vaccinés, ici, sont aussi positifs que les non-vaccinés. Il n'y a pas d'évidence du tout que les vaccinés soient moins positifs que les vaccinés. C'est pareil, nous, ici, on peut le voir, il y a même un peu plus chez les vaccinés. La proportion de positifs, je ne parle pas de la proportion des cas, c'est-à-dire ici, on a entre 600 et 800 personnes qui se présentent, le pourcentage de vaccinés positifs est le même que le pourcentage de non-vaccinés. Donc avec des données, ça c'est des données d'observation, c'est pas du rêve. Avec des données de cette nature, vous pouvez pas foutre des gens en camp de concentration ou les enfermer à la maison ou faire des camps gigantesques pour maintenir les gens parce qu'ils ne vous obéissent pas. Sinon, vous tombez dans des choses qui nous rappellent une partie de la Deuxième Guerre mondiale quand même. Hein. Donc je pense qu'il faut faire très très attention de ne pas adhérer à ce point à la théorie qu'on avait avant, qu'on avait bien le droit d'avoir il y a 1 an et demi, mais actuellement, ici et maintenant, on ne peut pas croire à cette théorie et on ne peut pas être d'une violence aussi extrême pour que les gens vous obéissent.
quand on veut que les gens vous obéissent alors que ça n'a plus de sens, ça s'appelle le totalitarisme. C'est comme ça. Et donc, on ne peut pas rentrer dans les sociétés totalitaires à cause de cette histoire. Il faut s'arrêter, il faut penser, il faut réfléchir. Voilà. Si vous rajoutez que, malheureusement, la plus grande analyse qui vient d'être faite sur le John Hopkins montre que le confinement ne sert à rien, il n'y a aucune preuve de toutes les études qui ont été faites dans le monde que le confinement serve à quoi que ce soit. Le vaccin, manifestement, si vous voyez un pays dans lequel le vaccin a réussi à contrôler l'épidémie, ça m'intéresse. Moi, je regarde tous les jours le site du John Hopkins, ça n'existe pas. Voilà. C'est le pays dans lequel on a fait le moins de vaccins, dans lequel il y a le moins de cas. Donc, il faut arrêter. Ce qu'on essaie d'imposer, c'est une opinion. Une opinion de cette nature-là, quand on menace les gens de ne plus les soigner ou de les enfermer, c'est de la dictature. Et donc, il ne faut pas le faire. Que pensez-vous des fausses informations qui nous promettent des changements de notre vie? Là aussi, il faut faire très attention. Les réseaux sociaux, bien entendu, on sait que la presse aussi est influencée et que la presse ne donne de versions que les versions qui sont acceptables et qui sont restreintes. Hein. On avait vu, et puis ça avait été prouvé, que les grands vecteurs de la presse ont une homogénéité et une information qui est plus distante de la réalité que les réseaux sociaux qui ont un point de vue plus large. Il y a de tout dans les réseaux sociaux, mais parce que ceci est beaucoup plus large, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, et puis il y a beaucoup de choses qui sont vraies et qui ne sont pas dites parce qu'elles sont censurées dans les médias qui pensent à votre place. D'accord ? Donc dans les réseaux sociaux, tout le monde a son opinion. Il y en a qui sont extrêmes et fausses, et puis il y en a qui sont exactes et censurées. Et on le voit même dans les réseaux sociaux, en tout cas dans les plus puissants. La censure s'est installée dans YouTube ou dans Facebook, et donc la tolérance à la divergence est pas très grande. Elle est possible, mais elle n'est pas très grande. Mais c'est intéressant parce que ça peut faire naître des objets qui n'existent pas, et dans cette période dans laquelle on cherche tellement à avoir des choses nouvelles et des nouvelles solutions, il y a plusieurs phénomènes qui ont été trouvés. Alors, le plus caricatural, en dehors du monde de la santé, c'est le restaurant de Londres, qui s'appelait The Shed at Dulwich, sur lequel la manipulation de TripAdvisor, comme on manipule maintenant Wikipédia. Wikipédia, enfin moi, quand je regarde ce qui me concerne, c'est entièrement manipulé. C'est manipulé, c'est-à-dire vous payez des gens qui racontent des bêtises. Alors c'est intéressant parce que ça vous amuse. Vous n'avez qu'à regarder une histoire typiquement française, et si vous lisez l'anglais, vous regardez la version anglaise de Wikipédia, et c'est pas la même. Donc c'est pas une encyclopédie, c'est le réceptacle des gens qui sont les plus actifs. Alors si c'est un sujet qui n'a pas de conséquences sociales, bon, c'est plus ou moins utilisable. Si c'en est un, ça devient l'objet des influenceurs. Donc il y a des gens qui payent pour que pour influencer sur Wikipédia, et donc ça n'est pas une source d'information. C'est une source d'information que si c'est déconnecté d'un intérêt social présent. Et alors, bien entendu, plus l'intérêt social est financier, et plus il est influencé, c'est évident. Donc, faut pas le croire, ce qu'il y a dedans, c'est plus vrai. Alors c'est dommage, c'est un temps où c'était intéressant, ça a remplacé les encyclopédies, on peut dire, ça ne remplace plus les encyclopédies. C'est pas de l'expertise dedans, c'est du lobbying. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait des gens qui étaient payés pour faire des fausses recommandations sur TripAdvisor, et qui un jour se sont amusés à créer un restaurant qui n'existait pas, qui s'appelait Shed at Dulwich, qui ne prenait de clients que sur rendez-vous, et qui ont commencé à mettre à chaque fois la meilleure note. Au bout de 6 mois, ils étaient le numéro 1 des restaurants de Londres. Il y avait des gens qui essayaient d'avoir des réservations 4 mois, 5 mois à l'avance pour être sûr de pouvoir les mettre, et ça n'existait pas. Donc on peut, avec un objet fantôme, faire le meilleur restaurant de Londres. Et c'est intéressant parce que en médecine, on a des choses qui sont un peu équivalentes. Par exemple, là, le procès qui est très qui excite beaucoup les gens, c'est celui de Theranos, vous voyez, où c'est cette jeune femme
qui a monté une boîte dans laquelle on pouvait faire le diagnostic de toutes vos maladies sans même vous faire de prise de sang. Et donc, ça faisait rêver les gens. Et donc, il y a des gens qui ont de l'argent à mettre. C'est une start-up californienne avec une jeune femme dynamique. Elle a réussi une capitalisation de 9 milliards de dollars et il n'y avait rien. D'accord? C'est la même chose que le restaurant. D'accord? Et puis, il y en a une autre avec une amie qui m'est chère, qui est de même nature, qui s'appelle Ubiome, et qui, elle, vous donnait pour $100 tout votre état de santé en analysant vos selles. Et c'est une grande scientifique qui fait parler d'elle beaucoup en ce moment. C'était Elisabeth Bick, qui était la responsable scientifique de Ubiome, vous voyez, qui a été fermée. Ubiome est une énorme escroquerie qui avait levé 600 millions de dollars quand même. Hein. Donc c'est intéressant de voir que vous pouvez vendre du rêve, vous voyez, à un niveau qui est incroyable. Donc là, c'est notre plus grand problème actuellement, c'est cette volonté de croire qui dépasse la réalité, qui n'est plus compatible avec la réalité. D'accord? Et donc, c'est une vraie question, moi, qui me préoccupe depuis un certain temps. C'est pour ça que je parle souvent de Baudrillard, qui avait prévu ça, hein, simulacre et simulation, et qui a amené à ça. Et puis, le dernier point, c'est combien de temps faut-il pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Moi, je rappelle, j'avais fait un livre sur votre santé qui a été écrit en 2015, sur lequel je mettais en garde sur le refus à tout prix de la douleur. Parce que on voyait bien déjà qu'il était en train de se développer une épidémie d'usage des dérivés de l'opium qui était complètement folle aux États-Unis et qui nous gagne, nous, et qui nous a gagné. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens qui ont fait croire que la morphine n'était pas finalement très addictive, que c'était pas vraiment une drogue, et ensuite que leur produit, qui était un dérivé de l'opium lui-même, n'était pas susceptible de donner des addictions. C'est une boîte qui s'appelle Purdue Pharmaceutique, qui était dirigée par une famille qui s'appelle la famille Sackler. Et on a estimé que la crise... Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la même chose. Ils payaient des médecins, ils faisaient des congrès, ils avaient des journaux scientifiques, et personne ne disait le contraire. Et ça a été dépioté, non pas, je le regrette, par notre milieu même, puisque ce que nous on disait était inaudible. Ça a été détecté par un journaliste de grande qualité qui a fini par dire « Mais attendez, vous avez vu ce qui est en train de se vendre ?» Et puis ensuite, le président des États-Unis, Obama, a évalué à 500 000 morts l'usage excessif et la libéralisation des dérivés de l'opium à ce niveau-là. C'est bien plus que toute la toxicomanie qui avait explosé dans les années 70 aux États-Unis. 500 000 morts, je parle aux États-Unis, entre les formes thérapeutiques et les formes pour usage illicite, parce que c'était tellement facile à trouver. Vous voyez ? Et donc ça aussi, maintenant, avec quelques années de retard, on finit par trouver dans Science, vous voyez, et dans le Lancet, regardez, oh là là, c'est épouvantable, mais on le savait. Et on connaît exactement les mécanos de ça, on sait bien comment ça se passe. On sait bien comment s'est passée la corruption avec cette boîte pharmaceutique. C'est les mêmes mécanismes, toujours. D'accord ? Et ce qui était terrible, c'est que c'était au nom du bien qu'on faisait ça. Et au nom du bien, tout est permis. Vous voyez ? Donc, bien entendu qu'il faut soigner les douleurs chroniques, bien entendu qu'il faut soigner les douleurs aiguës quand on les reconnaît, mais il faut être progressif, il faut faire attention, il faut savoir qu'on manipule des drogues qui rapidement donnent des toxicomanies. Donc tout ça, il ne faut pas déléguer à celui qui vend le produit la responsabilité de la prescription. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que voilà, on arrive à des désastres qui fait que, effectivement,
à cause de cette intoxication massive aux États-Unis, les États-Unis, ça fait 10 ans que leur espérance de vie diminue à cause des deux grands problèmes qui sont l'obésité et l'utilisation des médicaments contre la douleur. Donc il faut faire attention, c'est ça, les deux vrais problèmes, c'est pas la cigarette électronique, hein, c'est l'obésité et les traitements antidouleurs.